Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Cette semaine, nous allons nous interroger sur les relations entre les patrons et l'Europe. Quel constat font-ils de cette Europe que l'on dit est faite davantage pour eux que pour leurs salariés? Qu'attendent-ils aujourd'hui de l'Union européenne? Que faut-il changer? Pour en parler, nous avons invité 4 représentants d'organisations patronales et d'établissements publics économiques. Jean-Christophe Voiron, bonjour. Vous êtes Bonjour. le président de la Fédération nationale des transports routiers de Charente. À côté de vous, Poitou-Charentes. de Poitou-Charentes. À côté de vous, Claude Lafont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne. Philippe Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CAPEB de Charente. La CAPEB, c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Enfin, Jérôme Beaujeannot, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de la Vienne. Alors, avant toute chose, pour que l'on comprenne bien et pour être dans le concret, messieurs, quel rapport avez-vous chacun avec l'Union européenne dans l'exercice de votre métier ou de votre fonction? Jean-Christophe Voiron. Les rapports avec l'Union européenne dans le monde du transport sont relativement évidents et ils ont existé de tout temps. Pour vous, concrètement, Pour moi, concrètement, l'Europe signifiait un marché où l'on était depuis fort longtemps, mais l'évolution européenne a permis effectivement à créer des facilités pour se positionner sur ce marché, des opportunités, mais on le verra certainement, à créer également des freins et des handicaps pour pouvoir y exercer. les opportunités avec bien sûr la libre circulation Tout à fait. des hommes et des biens. Mais Claude Lafont. étant une profession éminemment mobile, il est Évidemment. clair que l'Europe est notre terrain de jeu depuis longtemps. Claude Lafont pour la CCI de la Vienne. Au quotidien, ça veut dire quoi l'Europe? Nous, si vous voulez, le panel de l'entreprise est énorme chez nous parce qu'il y a du simple commerçant à l'entreprise qui exporte. Donc, pour nous, Chambre de commerce de la Vienne, c'est le panel des exportateurs qui est le plus touché. Et on a dans la Vienne, ici, à Poitiers, on a le plus gros club export du Poitou-Charentes, voire de l'Aquitaine. Et on a aussi le WTC, qui est le seul club export en Aquitaine, et il n'y en a qu'une trentaine dans le monde entier. C'est quoi le WTC? C'est un club des relations qui se tissent entre les pays grâce au WTT. C'est un point de rappel pour les exports et dans chaque pays, il y a un ou deux WTC aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Italie. Et ce WTC permet à quelqu'un de chez nous qui veut s'installer, par exemple, aux États-Unis, il va au WTC des États-Unis, on peut lui procurer les possibilités de s'installer. Mais là, on s'éloigne de l'Europe. Philippe Guérin, comment les artisans vivent-ils l'Europe au quotidien de leur part? Ils le vivent. On se dit, tiens, oui, bon, l'Europe, les artisans, Oui, ben, ça être très grand et plus petit. Ça nous impacte aussi parce que c'est les normalisations qui viennent s'ajouter à nos DTU. C'est la DTU, fiscalité. s'il vous plaît, pour que nos téléspectateurs Alors, comprennent c'est bien. un document technique unifié. C'est des règles pour la construction. C'est des règles qui sont suivies par tout ce qui est assurance et que toutes les entreprises doivent connaître ce bout des doigts. Donc tout ce qui est administratif surtout, hein, c'est ça qui vous Tout ce qui est impacte technique. et technique. Voilà. Technique. Jérôme Beaujeannot, vous faites du lobby, vous, dans le secteur du bâtiment auprès des élus locaux. Est-ce que vous le faites également auprès des instances européennes? Alors auprès des instances européennes, on est en contact régulier avec Elisabeth Morin-Chartier, donc qui est notre conseillère, notre députée européenne. Pour moi, les rapports avec l'Europe, ça m'amène à penser à 3 choses. La norme, donc effectivement, tout cet apport de normes supplémentaires qui s'empilent. Ça m'apporte à penser aussi aux salariés détachés. Donc ça, des choses qu'on va parler, bien entendu. Mais ça m'apporte aussi à parler de choses positives, c'est-à-dire les financements européens qui nous permettent quand même, nous, entreprises et artisans du bâtiment, de pouvoir travailler en région, parce qu'il me semble que les fonds européens sont des grands pourvoyeurs de travail dans nos régions. Alors vous dites des choses positives, en effet, plusieurs signes prouvent bien que les patrons sont plutôt favorables et en grande majorité à l'Union européenne. D'ailleurs, le slogan de la campagne du MEDEF, c'est « Merci l'Europe ». Du coup, nombreux sont celles et ceux qui se disent que cette Europe-là, c'est bel et bien celle, plus de l'argent que des travailleurs. On entend dire ça de temps en temps. Qu'en pensez-vous, messieurs? Quand le MEDEF dit merci l'Europe, on peut s'imaginer que ceux qui ne sont pas très MEDEF Il faut disent... penser que derrière l'argent qui est apporté par l'Europe, ça permet à nombre de travailleurs, vous parlez de travailleurs, nombre de travailleurs de travailler et de faire vivre des familles. Donc je pense qu'il ne faut certainement pas vouloir commencer à opposer l'argent qui arrive pour dire elle est fléchée vers les patrons. Non, elle sert à toute la société, à toute l'activité économique. Jean-Christophe Voiron.
Oui, je pense qu'effectivement, cette opposition, comme si l'argent qui arrive dans les entreprises était systématiquement ciblé d'un côté ou de l'autre. Je pense que l'argent est un carburant nécessaire de l'entreprise et sans lesquels ni les actionnaires, ni les dirigeants, ni les salariés ne peuvent vivre. Et résumer effectivement l'Europe à un aspect bénéficiaire pour les entreprises, donc non bénéficiaire pour les salariés, est quelque chose que je trouve assez déplaisant. Philippe Guérin, Moi, je me pour les retrouve artisans. pas trop sur ce slogan parce que moi, je pense que l'Europe, faut qu'elle pense. Les artisans ne disent pas merci l'Europe. Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que il faut penser petit d'abord. Il faut que ce soit les petites entreprises. Ce que je regrette souvent de fois, que les dotations de l'État sont de moins en moins importantes pour les collectivités locales. Donc, les parts de marché sont tirées vers le bas. Les prix sont de plus en plus bas. L'achat public est vraiment bas. Et puis, nous, on n'est pas concurrentiel là-dessus, automatiquement. Taux de Lafond. Je dis avant tout l'Europe, c'est la libre circulation des biens et des personnes. C'est quand même quelque chose d'assez facile, c'est une belle chose. Enfin, c'est exceptionnel quand on parle de l'Europe maintenant. Enfin, je crois que si vous voulez, alors bon, bien sûr, peut-être ça joue sur certaines entreprises défavorablement, mais encore que cette perspective de dire on est tous ensemble, c'est quand même déjà beaucoup mieux que d'être tout seul dans son coin. Et je crois que là, quelque part, alors bien sûr, il y a sûrement des choses qui vont bien et qui vont mal, mais on peut en parler. Alors c'est intéressant parce que vous répondez pile poil à ce que vient d'être publié, une étude d'opinion, Opinionway pour le MEDEF, 62% des dirigeants d'entreprises en France considèrent que le fait d'appartenir à l'Union européenne est une bonne chose. Visiblement, vous êtes au moins 3 à être d'accord avec cela, peut-être un peu plus circonspect sur vous, Monsieur Guérin. Oui, parce que moi, c'est les petites entreprises du bâtiment, donc on ne se sent pas vraiment concerné, même si ça apporte un petit peu de business à nos entreprises, mais c'est vraiment limité. Seulement 34% des patrons français estiment que cette appartenance à l'Union européenne est bénéfique pour leur entreprise. Comment est-ce que vous analysez cette donnée ? Qui veut répondre à ça ? Moi, je pense qu'il faut aussi prendre, parce que tout à l'heure, vous parliez travailleurs, donc maintenant, vous parlez plus entreprise. Je pense qu'il faut voir l'Union européenne aussi comme étant apporteur je parlerai encore de finances, mais apporteur de financement d'innovation. Tout à l'heure, mon collègue parlait, ça apporte pas forcément aux petites entreprises, si, parce que ce qu'il faut justement, et c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on se batte, c'est là-dessus qu'il faut qu'on fasse passer le message, comme quoi justement, il faut que les mesures qui sont prises au niveau européen soient prises de telle manière qu'elles bénéficient à toutes les entreprises. Et ça, par contre, c'est important. Il ne faut pas que ce soit simplement les grosses entreprises, les grosses structures qui ont les moyens effectivement de faire du lobbying. Donc c'est pour ça que nous, FFB, c'est certainement pour ça que dans les CAPEB se bat. Voilà, travaux publics, bâtiments, il faut qu'on qu'on se batte justement pour que ça bénéficie à tout le monde. Plus de 80% du secteur d'activité, ce sont, en France en tout cas, ce sont des entreprises de moins de 10 salariés. Quand vous parlez d'innovation et d'Europe, en quoi l'Europe permet d'innover davantage pour les entreprises de votre secteur ? Parce que ça permet justement de généraliser des pratiques dans les différents pays européens. Quand on voit la pénibilité de nos métiers avec l'innovation, par exemple des exosquelettes, des choses comme ça, si on n'avait pas des fonds européens sur l'innovation, sur la recherche qui peuvent le permettre, on n'y arriverait jamais. Donc ça, c'est vraiment du concret. Et c'est du concret qui peut profiter demain. Alors, je parle d'exosquelettes, c'est vrai que je suis peut-être en plus au niveau innovation, mais on a de l'appareillage électroportatif aujourd'hui avec des batteries qui pèsent 3 fois moins lourd qu'elles pesaient il y a 10 ans. Ça bénéficie concrètement à tous les salariés du bâtiment, à tous les artisans. Philippe Guérin. Oui, je rejoins mon collègue. Là, il y a un vrai défenseur, pour le coup, de l'Union européenne à côté de vous. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une innovation, il y a une évolution sur le matériel, c'est évident. Mais pour moi, les petites entreprises ne se retrouvent pas vraiment sur ce sujet-là. 27%, messieurs, des chefs d'entreprise interrogés toujours dans ce sondage Opinionway pour le MEDEF considèrent que le principal bénéfice, et vous en parliez avec le Lafond, apporté par l'Union européenne, c'est l'unité des Européens pour faire face, bien sûr, aux grandes puissances mondiales. 15% désignent plutôt l'euro et 10% la libre circulation des personnes et des biens. Plus que jamais, l'Union fait la force, c'est ça qu'on dit, c'est ça que vous dites ? Oui, bien sûr. Mais regardez, je vous disais tout à l'heure, 120 exportateurs dans la Vienne, 120 personnes qui peuvent
que se féliciter de l'Europe. Là, si vous voulez, il n'y a même pas photo. C'est une facilité pour eux de vendre à l'étranger, de vendre d'abord à l'Europe et après de vendre dans les pays extra-européens. Mais si vous voulez de vendre en Europe, c'est extrêmement facile pour quelqu'un qui veut se développer à l'export. J'entends bien ce que vous dites par rapport à l'export, mais est-ce que vous entendez aussi le discours de Oui. Philippe Guérin Alors, ça, concernant après, le côté plus petit, plus artisanal Oui, pour le coup, oui. là on Alors, est si moins vous voulez, peut-être alors, apparemment aidé par l'Europe. On peut dire ça, mais je suis pas sûr. Parce que l'Europe, c'est une période co-riche, grosso modo, Oui, c'est ça. oui, que vous êtes mais en train moi, de je veux dire, ce que je veux dire, c'est que la richesse, en général, profite à tout le monde. Automatiquement, quand vous êtes dans un pays prospère, avec de l'exportation qui marche, la richesse redescend. C'est quoi, c'est le fameux ruissellement? Oui, le fameux ruissellement, mais c'est automatique. Alors, même s'il peut y avoir une part qui puisse être... je veux même pas dire que ça peut être mis à gauche ou à droite, il y a quand même du ruissellement. Un pays riche enrichit tout le monde. Alors, ça, c'est clair et net. on va bien sûr On peut parler comparer avec les pays des pauvres. travailleurs détachés, évidemment, et de la fiscalité des entreprises. Mais avant de parler des travailleurs, des travailleurs détachés, je propose de parler du travail. Lors de sa conférence de presse post-grand débat le 26 avril dernier, Emmanuel Macron a déclaré « La France travaille en moyenne beaucoup moins que ses voisins ». Or, vous allez le voir, c'est partiellement faux. On en parle juste après ceci. Au boulot, il y a ceux qui travaillent en équipe ou dans leur coin. Ceux qui bossent vite et bien, et ceux qui prennent leur temps. Eh bien, dans l'Union européenne, c'est un peu pareil. Alors, qui sont les Européens les plus travailleurs? Les Français passent en moyenne 37 heures au travail par semaine. C'est plus que nos voisins allemands, 35 heures. 33 au Danemark et à peine 30 heures aux Pays-Bas. A l'inverse, les Grecs enchaînent les heures de travail, 42 par semaine. 41 en Pologne. Seulement voilà, c'est bien beau de mettre du cœur à l'ouvrage, mais encore faut-il qu'il y ait du travail pour tout le monde. Les Hollandais, les Allemands ou les Suédois font certes moins d'heures, mais 82 voire 87% de la population est active, contre 74 en Grèce ou en Pologne. Deux pays où les travailleurs ne font pas long feu, avec des carrières moyennes qui dépassent à peine les 30 années d'activité. Tandis qu'en Suède, au Danemark ou aux Pays-Bas, la majorité des actifs accumulent plus de 40 années de labeur. Travailleurs de tout pays, unissez-vous, disait Karl Marx. Encore faudrait-il se mettre d'accord sur les emplois du temps. Retour sur le plateau de Dimanche en politique où il est question aujourd'hui du rapport entre les chefs d'entreprise et l'Europe. Faut-il, selon vous, davantage harmoniser le temps de travail au sein de l'Union européenne? On vient de voir que c'est quand même un vrai bazar. Alors, moi, effectivement, vous disiez que vous aviez autour de cette table des Européens convaincus, et j'en suis un à titre personnel, mais il est clair que globalement, la profession que je représente, donc la profession de transport routier, a une tendance qu'elle réprime plus ou moins à avoir un scepticisme européen parce que les conséquences de l'ouverture européenne, et principalement avec les dates de l'entrée de l'Espagne et du Portugal à l'époque, en 86 je crois, et surtout plus récemment des pays pays de l'Est, a été un vrai traumatisme pour notre profession. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le marché s'ouvrait. On avait donc un accès, il y avait l'aspect positif en disant tout le monde a accès à tous les marchés, bravo, très bien, tout le monde a droit au cabotage, tout le monde a droit. La seule chose, c'est qu'effectivement, pour caboter dans un pays, il faut qu'il ait une certaine dimension et il faut qu'il ait une certaine puissance industrielle qui puisse être intéressante. Et les deux grands pays qui ont été cabotés, c'est la France et l'Allemagne. C'est un peu difficile d'aller caboter au Luxembourg ou à Chypre, vous me l'accorderez. Et que d'autre part, comme dans ces deux États, il y a une avancée, il y a un niveau social important et que les prix de revient du transport sont constitués à plus de 40% de social, on s'est trouvé avec une concurrence énorme qui a eu une conséquence quand même globale et concrète. Donc importante. il faut harmoniser. Donc il faut harmoniser. Depuis 2000, en 20 ans, on a perdu 80% de notre part de marché international. On ne fait plus le transport routier, le pavillon français ne fait plus d'international. Jérôme Boisgenou dans le bâtiment. Dans le bâtiment, il faut bien faire attention parce que nous, le principal sujet, et d'ailleurs qui a décrié un petit peu ce qui était apporté par l'Europe, ce sont les travailleurs détachés. Absolument. Donc les travailleurs détachés, de toute façon, c'est la libre On circulation. rappelle à part dans une directive européenne de 1996 permet qu'une entreprise européenne puisse envoyer ses salariés dans d'autres pays de l'Union européenne en appliquant que quelques règles du pays d'accueil,
tout en payant les cotisations sociales dans le pays d'origine. Tout à fait. Donc La France compte à peu près 2 millions de travailleurs détachés en France, soit 2% de la population. Là-dessus, on ne va pas se active. battre contre ça parce qu'on a accepté l'Europe. Moi, je suis un Européen convaincu, vous l'avez dit, mais je suis un Européen convaincu avant tout parce que l'Europe, c'est l'Europe de la paix. Donc ça, de toute façon, c'est le point essentiel, c'est le point de départ pour tous. Maintenant, les travailleurs détachés, on ne luttera pas contre ça, mais simplement, il faut demander plus de réglementation au niveau de l'Europe pour que l'harmonisation qui soit faite, c'est-à-dire on autorise, c'est très bien, mais par contre, on autorise, mais il faut que ce soit partout pareil. C'est-à-dire qu'il faut niveler vers le haut. Y compris les cotisations sociales. Bien sûr. Sinon, autrement, on crée de la concurrence déloyale. Et c'est là que se posent les problèmes. Et c'est là qu'on crée justement le désamour de l'Europe. Claude Lafont, est-ce que c'est pas là, finalement, un peu l'échec d'Elisabeth Morin-Chartier de ne pas avoir réussi à faire en sorte que les cotisations sociales soient aussi dans cette directive à elle? Oui. Faut espérer qu'on va y arriver à tout ça. Parce que c'est vrai que la maîtrise des charges est quand même une part importante des frais des entreprises chez nous. Mais je rappelle Donc si il faut la majorité qualifiée à l'Union européenne pour pouvoir accéder à cette harmonisation. Ça, c'est vraiment les défauts. Alors, l'Europe, oui, pour la paix, comme tu le dis, Jérôme, mais l'Europe, pour ce qu'elle a de néfaste, c'est ça. C'est les charges qui ne sont pas les mêmes dans des pays et un autre. C'est ça qu'il faut refaire et régler avant toute chose. Est-ce que les politiques ont envie de le faire? Ça, je ne sais pas, moi, mais depuis le temps, on devrait... Mais là, si vous voulez, c'est la concurrence entre les pays. Après, c'est là. Tout est là. Je pense qu'il faudrait une certaine sagesse, hein, parce que c'est d'être sage que de dire ça. Mais la réglementation pour l'Europe entière... je pense que c'est pas un doux rêve. Moi, je pense qu'on va y arriver. Ça sera plutôt long, mais on va y arriver. Philippe Guérin, les travailleurs détachés pour l'artisanat, évidemment, c'est très important. C'est important. C'est 500 000 travailleurs détachés en 2017 qui ont été recensés sur le territoire français. C'est bien sûr de la concurrence déloyale parce que malheureusement, c'est des personnes qui sont, on va dire, exploitées par... on va dire des agences intérim. Le dumping social. Le dumping social. Et j'espère justement que les eurodéputés, ils vont arriver à faire moduler, à bouger cette directive européenne. Parce que, bon, bien sûr, tout le monde a le droit de travailler, mais il faut que ça soit dans les mêmes règles sur le territoire français, le droit du travail français, même travail, même salaire. Et je pense aussi, il y a une chose, c'est que nous, on voit le côté néfaste des travailleurs détachés qui viennent chez nous. Sauf que si c'était nivelé, que les mesures sociales étaient les mêmes dans tous les pays d'Europe, parce qu'il faut penser aussi que les pays d'où viennent ces travailleurs détachés sont énormément appauvris en main-d'œuvre qualifiée. Parce qu'effectivement, ils viennent travailler chez nous, mais par contre, chez eux, d'un coup, ça déplace le problème. Donc il faut vraiment faire un nivellement vers le haut. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Et l'Europe doit servir à ça. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et du coup, on en parle aussi du salaire minimum européen commun, identique. Alors, là aussi, je parle aux petits patrons. La fraude que ça engendre, parce que c'est la fraude qui vient par derrière. Alors, ça serait bien, c'est que nous, on nous oblige une carte bâtiment, une carte BTP bâtiment au sein de nos entreprises françaises. Pourquoi qu'il n'y en aurait pas une européenne qui soit infalsifiable et puis qui soit suivie? Ce qu'il faut surtout, c'est qu'on exige qu'elle soit réellement contrôlée. Et qu'elle Parce que soit on ne nous l'a pas imposé, c'est nous, la profession, qui l'avons souhaité, cette carte bâtiment. Maintenant, les services de l'État viennent et vont sur un chantier. Il y a de moins en moins de contrôleurs, on est d'accord. Il y a de moins en moins de contrôleurs, sauf qu'on a créé des outils qui peuvent leur permettre justement de faciliter le contrôle. Il suffit qu'ils appliquent un smartphone sur un flashcode et ils savent si le salarié qui est titulaire de la carte BTP est en conformité dans son entreprise. Ouais. Ça veut dire que les autres salariés qui ne l'ont pas, on l'a voulu. Oui, mais donc, j'ai essayé justement, ça indique carte valide. C'est tout ce que ça indique, donc il n'y a pas beaucoup de données. Mais les contrôleurs de l'État, eux, par contre, ça leur indique beaucoup plus de choses. Jean-Christophe Voiron. À ce niveau-là, effectivement, il faut noter quand même. Je crois que l'Europe est consciente des choses positives qu'elle a créées, mais aussi des équilibres qu'elle a engendrés dans X domaines. Le travailleur détaché, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui partent d'un vœu pieux et qui se heurtent à la réalité et qui permettent. Alors, vous employez le mot de concurrence déloyale. Moi, j'avoue que vis-à-vis de mes confrères transporteurs, on rappelle que le transport ne fait pas partie de cette directive. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Vous avez un conducteur qui part le matin d'Hambourg ou de Brême, qui traverse l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et qui serait en France, avoir 4 salaires différents sur la même journée. Enfin, bon, mais par contre, pour ça, je rebondis là-dessus, on
demande depuis longtemps, et je crois qu'on y arrivera un jour, je l'espère, un statut du travailleur hautement mobile, puisque tous les travailleurs dans notre métier sont des gens mobiles qui changent de pays 1 fois par jour, 2 fois par jour, voire plus. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui concordent, enfin je crois qu'il y a une prise de conscience, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à Bruxelles, de rencontrer des députés européens, il y a une prise de conscience des vices de cette Europe, des conséquences négatives, et de ce qu'il faut faire. Vous avez pu, c'est assez récent, mais on parle de la création qui va se faire d'une nouvelle autorité du travail en Europe. Alors qui dit, on a toujours peur, effectivement, qui dit contrôle du travail, dit contrôle, etc., etc. Mais malgré tout, il y a une réelle volonté, parce que toutes les législations peuvent être vertueuses. S'il n'y a pas de contrôle, on sait bien que ça ne sert absolument à rien. Cette nouvelle autorité du travail européenne est sur les rails, elle va aboutir avec la prochaine mandature. Je pense que ça va dans le bon sens, et ça va dans le sens de ce que l'on souhaite, d'une certaine convergence. À mettre à le temps, mais il faudra y arriver. C'est quand on parle de concurrence déloyale, ce qu'il faut faire attention, c'est sur les prix. Pourquoi ? Parce que les travailleurs détachés, de toute façon, aujourd'hui, on est en recherche constante de main-d'œuvre. C'est-à-dire que malgré le nombre de chômeurs qu'on a dans notre pays, les entreprises du bâtiment, en tout cas dans la Vienne, nous, il y a à peu près 1000 emplois dans le secteur du bâtiment dans la Vienne qui sont non pourvus aujourd'hui. C'est quand même considérable, sachant qu'il y a 6100 salariés dans le secteur du bâtiment aujourd'hui. Donc, je veux dire, on est en recherche de personnel qualifié, de personnes qui ont envie de venir travailler dans le secteur du bâtiment. Donc, on parle de concurrence déloyale parce que le problème, c'est que ça fait bouger les prix. Ça fait mettre des prix à la baisse. Et c'est là que ça impacte les artisans, c'est là que ça impacte les entreprises. Sinon, on n'est pas contre, justement, qu'il y ait des mouvements de personnes qui viennent travailler dans les pays. La libre circulation, elle est là, elle peut être positive. Mais par contre, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Ça veut dire que si les salariés qui viennent travailler dans notre pays viennent travailler avec les mêmes charges sociales, ce qui est normalement le cas, il n'y aurait aucun souci parce que l'entreprise qui les emploierait serait obligée de faire les mêmes prix que l'entreprise locale. Le bâtiment, c'est quand même un secteur d'activité qui n'est pas délocalisable. Quand je vous écoute, l'Europe manque à la fois de souplesse, elle est parfois pas assez rigoureuse. Finalement, l'Europe, on lui donne toutes les vertus et aussi tous les vices, non ? Oui, c'est peut-être le prix de notre démocratie. Je crois que c'est vrai que parfois, on a des réactions un peu épidermiques avec l'Europe. Ces fonctionnaires, qu'on appelle, cherche le mot, là, les technocrates européens, etc., etc. Ok, oui, certainement, il y a des abus, il y a des réformes à faire, il y a des choses à améliorer, mais je vous rejoins entièrement. L'Europe, c'est quand même 70 ans de paix, et c'est quand même le plus grand secteur géographique de démocratie au monde. C'est peut-être le prix à payer pour ce confort que l'on vit, nous. Puisque vous parlez, Jean-Christophe Voiron, j'ai vu qu'un poids lourd français en circulation est âgé en moyenne de 6,7 ans. L'âge moyen d'un camion polonais en circulation est de 16,6 ans. Est-ce que là, il n'y a pas un vrai problème ? Est-ce qu'il ne faut pas harmoniser aussi pour le coup ? En tout cas, faire en sorte qu'il y ait moins de... On comprend pourquoi c'est moins cher aussi. Je ne sais pas, je ne conteste pas vos chiffres en aucun cas. Tout ça, si on prend effectivement l'ensemble de la flotte, c'est possible, sachant que si on prend tous les véhicules affectés à des transports nationaux, intra-polonais par exemple, ou intra-France, il est certain que quand vous voyez les véhicules polonais qui viennent en France, ils n'ont pas 10 ou 12 ans ou 15 ans de moyenne. Ce sont des véhicules qui sont top. C'est fini le temps où les transporteurs de l'Europe de l'Est étaient des miséreux avec des camions rafistolés au fil de fer et des chauffeurs pas rasés de 15 jours ni lavés de 15 jours avec à peine 10 euros en poche. Enfin bon, c'est fini. Ces gens-là ont actuellement un niveau d'équipement qui est équivalent au nôtre, voire parfois supérieur parce qu'ils ont eu des aides pour le développement. Alors l'autre dossier très important pour le patronat français concernant l'Europe, c'est bien sûr la fiscalité des entreprises. Faut-il là aussi harmoniser fiscalement les pays membres de l'Union européenne afin d'éviter, Claude Lafont, la présence de paradis fiscaux comme le Luxembourg ou l'Irlande ? Oui. Qui pose parfois problème pour les gens qui veulent... Moi, si vous voulez, vous avez nous, dans nos entreprises, on a des conditions spécifiques, peut-être pas les mêmes qu'ici. C'est-à-dire que l'Europe, pour ceux qui exportent, c'est un bel outil pour les Français qui exportent. Qui exportent hors de l'Europe ou en Europe ? Dans l'Europe. Dans l'Europe. C'est vraiment un outil exceptionnel. C'est moins bien pour ceux qui subissent la concurrence pour des produits qui viennent de l'Europe mais qui rentrent en France. Toute la question est là. Est-ce que vous exportez ou est-ce que vous importez ? Les importateurs d'Europe sont souvent moins avantagés que les exportateurs d'Europe. Il y aura toujours un problème, exactement. Ici. Sur la fiscalité, qu'on soit tous d'accord, voilà. Pour la changer dans un pays, dans l'Union européenne, là, pour le coup, c'est plus la règle de la majorité qualifiée, c'est la règle de l'unanimité.
Donc est-ce qu'on parle dans le vide finalement? Parce que est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est faisable qu'un jour ou l'autre, on change la politique fiscale de l'Union européenne? Mais Un peu de sagesse. je pense qu'avant de Bah, vouloir changer chez la tous les politique... membres, C'est beaucoup demandé, peut-être. Oui, 28 pays. Avant de Ouais. vouloir changer la politique fiscale, il faudrait surtout harmoniser la politique sociale. Déjà, si on arrivait à s'occuper de la politique sociale, ça serait merveilleux. Parce que fiscalement, est-ce que dans notre pays, on a à rougir de notre politique fiscale? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et puis récemment, des avancées qui sont quand même colossales. Hein. Non mais Claude Lafont peut-être vous dira que quand Google s'implante en Europe, ils vont en Irlande parce que justement l'impôt société est inexistant ou quasi. Sur la TVA peut-être, est-ce que là on peut pas essayer de trouver... Ouais, sur la TVA, moi je tiens à que justement l'Europe aussi mette le doigt dessus. Il faut quand même que la TVA à taux réduit dans le bâtiment, c'est très important pour la rénovation énergétique, la TVA à 5,5, la TVA à 10, Alors, du pouvoir d'achat pour nos clients. Ça. La CPME, qui représente donc les petites et moyennes entreprises, propose de rapprocher progressivement et durablement les politiques fiscales nationales. C'est d'accord. Elle propose aussi d'octroyer une plus grande liberté aux États membres pour fixer les taux réduits de TVA afin, dit-elle, de favoriser notamment l'économie circulaire ou la transition écologique. Grosso modo, il y aurait un serpent fiscal TVA avec une TVA minimum instaurée, une TVA maximum. On pourrait fluctuer à l'intérieur de ces deux... Tel que C'est c'est, ça que je la TVA à 5,5 pour la rénovation énergétique, c'est très bien. Il faut surtout pas On la les touche toucher. pas. La TVA à 10 sur les bâtiments de plus de 2 ans, c'est parfait. Là aussi, il faut pas les toucher. Si on touche à ça, c'est tout de suite du travail en moins qui se fera pas par les petites entreprises du terrain. Il nous reste Et 30 c'est- secondes, C'est messieurs. de l'économie vraiment de proximité, ça. Il nous reste 30 secondes. L'Europe, c'est quoi pour vous, finalement, en un mot? C'est bien, c'est super. Une Non, mais- chance? Ouais. Des soucis C'est pour une vous? Non, chance, pas c'est vraiment. une chance, c'est une chance. La Pas paix, vraiment. ce sont des soucis. La paix. Franchement, Oui, c'est une chance. Et des soucis. Ouais, On est un ce petit sont peu des tous, soucis, c'est mais c'est parfait. quand même la paix et la démocratie. C'est la Une fin de- Europe qui nous protège, les artisans. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Vous pouvez le faire, vous le savez, via la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes ou via notre site internet. La semaine prochaine, pas d'émission. Je vous retrouve donc dans 15 jours. Excellent dimanche à toutes et à tous.